Eh bien, bonjour. Et merci d'être venu pour cette conférence de presse qui, je pense, va vous dévoiler beaucoup de choses sur la prochaine fête de la science. Vous êtes nombreux. Il y en a qui sont venus de très loin, d'ailleurs. Enfin, je ne parle pas seulement de Toulouse, Mayotte aussi. Enfin, voilà, donc merci beaucoup. Et donc, nous allons vous présenter le programme de cette 28e édition de la Fête de la Science. Je vous rappelle qu'elle se tiendra du 5 au 13 octobre 2019 en ce qui concerne la métropole et en ce qui concerne l'outre-mer et les instituts français à l'étranger. Ce sera du 9 au 17 novembre. Voilà. Et pour vous présenter à la fois l'esprit, le thème, les grands axes de cette nouvelle édition de la Fête de la Science, je donne tout de suite la parole à Madame la Ministre. Merci beaucoup. Madame la marraine de la Fête de la Science, chère Marion Montaigne, merci beaucoup d'avoir accepté d'être ici aujourd'hui et puis d'être la marraine de cette édition. Chers collègues scientifiques, ambassadeurs, ambassadrices de la Fête de la Science, mesdames et messieurs les coordonnateurs régionaux, mesdames et messieurs les responsables des services de communication, monsieur le représentant du syndicat national de l'édition, cher Fred, mesdames et messieurs les journalistes. Je suis vraiment très heureuse de lancer cette 28e édition de la Fête de la Science ici, au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, dans cette salle, plus particulièrement la salle Hubert Curien qui a créé cet événement il y a donc presque 30 ans. Cette belle idée de la Fête de la Science est née de convictions profondes qui sont, j'en suis persuadée, celles qui nous rassemblent encore ici aujourd'hui. La première, c'est que la science n'est pas un privilège, la science n'est pas un luxe de l'esprit, la science n'est pas une propriété privée, la science est un bien commun. Elle appartient à tous, elle est une culture que nous devons avoir tous en partage pour nous comprendre, pour débattre ensemble, pour faire des choix collectifs, éclairés. Et s'ouvrir à la science, c'est à la fois acquérir des connaissances, bien sûr, mais c'est aussi s'initier à la démarche qui a produit ces connaissances. Ce n'est pas juste être mis devant une découverte ou un fait accompli, c'est être capable de comprendre le chemin qui a mené à cette découverte, et c'est pour cela que la science rend libre, parce que la science permet cette compréhension. Et puis, la deuxième idée forte, c'est que la science n'est pas une activité austère, aride, froide. La science, c'est avant tout, et tous ceux qui pratiquent la science le savent, une fête. C'est une chose qui est sérieuse, mais c'est une chose qui est aussi et surtout source d'émerveillement et source de plaisir et de passion. Elle demande beaucoup d'efforts, elle demande beaucoup de persévérance, mais elle promet tellement, elle promet de comprendre un monde qui nous entoure, de comprendre les problèmes et d'y trouver des solutions pour améliorer notre quotidien, pour résoudre de grands défis. Et puis, tout simplement, pour comprendre. La Fête de la Science, c'est finalement toujours cette occasion de prendre conscience que la société ne se divise pas ou ne devrait pas se diviser entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. La science doit nous rassembler parce que la science crée du lien. Et l'an dernier, c'est plus de 1,6 million de visiteurs, dont 300 000 scolaires, qui se sont rendus dans l'un des 150 villages des sciences, qui ont participé à l'un des 250 festivals ou à l'une des 2500 animations. Et je voudrais vraiment tous vous remercier de contribuer chaque fois à faire de la Fête de la Science ce grand moment de partage. Cette magie, celle qui fait briller les yeux du public, c'est à vous qu'on la doit. Les gens sont avides de comprendre, avides d'expérimenter. C'est ce que nous voyons lorsque nous les recevons sur les stands de la Fête de la Science. Ils sont peut-être parfois un peu intimidés au départ, mais très vite, nous leur transmettons cette passion qui nous anime. Et c'est l'imagination dont font preuve les médiateurs scientifiques pour justement créer ce lien. Médiateurs qui œuvrent dans les CSTI, dans les musées, dans les muséums, dans les médiathèques, dans les bibliothèques, les associations, les youtubeurs. Bref, tous ceux qui contribuent à rendre la science, j'allais dire, un objet du quotidien et contribuent à cette rencontre. Ce moment de partage, ce moment d'échange, ce moment d'humanité, de citoyenneté,
c'est aussi ce moment où l'on comprend quelque part ce qui nous lie en tant qu'espèce. Car la recherche, les découvertes, sont aussi ce qui donne la mesure parfois vertigineuse de ce que peut l'esprit humain, des limites qu'il peut repousser lorsqu'il est guidé par le désir de comprendre et d'en savoir toujours plus. Si la fête de la science se prépare ici au ministère, et je remercie la DGRI et la DELCOM du travail mené en ce sens, si elle a besoin de cette coordination nationale et de cet écho national que vous allez lui donner aujourd'hui, elle se bâtit, elle se vit d'abord et avant tout sur le terrain. C'est pourquoi je voulais vraiment remercier tous les ambassadeurs de la Fête de la Science en région, tous les coordonnateurs régionaux, tous les délégués régionaux pour la recherche et la technologie, tous les acteurs locaux de la CSTI qui donnent sans compter, je le sais, pour que cet événement soit toujours une plus grande réussite. Merci infiniment de votre engagement et de votre enthousiasme. L'an dernier, la Fête de la Science nous invitait à démêler le vrai du faux, à démonter les idées reçues et à répondre aux déferlantes de fake news. Cette 28e édition, nous avons choisi de la tourner résolument vers l'avenir, car l'heure n'est plus à la réaction et à la défensive, mais bien à la proposition et à l'action. Et le thème choisi cette année, raconter la science, imaginer l'avenir, est là pour nous rappeler que la science nous projette résolument dans le mouvement et dans l'élan. Elle nous permet de ne pas rester prisonniers du présent, de ses urgences, de ne pas rester figés devant l'ampleur des défis, mais bien d'avancer en confiance en prenant appui sur des siècles d'observation, d'expérience, de connaissances, car la science a aussi, et c'est très important de s'en rappeler toujours, une histoire dans laquelle, pour Newton, chaque génération s'est hissée sur des épaules de géants pour voir plus loin. Une histoire qui a révélé que la science n'est pas toute puissante, qu'elle n'est pas une idole, qu'elle peut éclairer, mais pas toujours trancher, et que finalement c'est sa quête d'objectivité, sa quête de vérité, qui est la plus importante, et que en aucun cas elle ne prétend détenir une vérité absolue, mais toujours s'en approcher au plus près. Et forte de cette humilité, c'est la science qui, j'en suis convaincue, peut redonner aujourd'hui à notre présent de la profondeur et des perspectives. Les produits de la recherche sont autant de matériaux pour inventer l'avenir, un avenir désirable, un avenir durable. La science, c'est aussi ce qui nous permet aujourd'hui d'introduire dans nos représentations, dans nos choix, dans nos modes de vie, des questions essentielles, celles des générations futures, celles de la vie qu'on leur prépare, celles de la planète qu'on leur lègue. Et je crois que sur ce point, encore une fois, la science ne doit renoncer à aucune de ses ambitions. Bâtir l'avenir, c'est pas seulement s'efforcer de préserver ce que l'on a, c'est pas empêcher le pire d'advenir, c'est pas rapiécer un monde qui se délite. Si ça n'était que ça, ce serait assez peu enthousiasmant comme idéal. Mais la science, c'est avant tout espérer mieux pour ceux qui viendront après nous. Et c'est ça qui a porté le progrès de la science pendant des siècles. Une meilleure santé, une société plus épanouie où chacun peut exprimer son plein potentiel, une relation harmonieuse avec les autres, avec son environnement. Et l'histoire des sciences nous fait toucher du doigt cette chose essentielle, ce moteur intime des sociétés humaines, l'espoir de progrès qui est porté par la science, même si évidemment cet espoir de progrès n'est plus le même que celui du 19e siècle. C'est toujours à la science de le porter. C'est à la fois sa charge et sa grandeur. Toutes ces ambitions sont contenues, en tout cas c'est ce que nous avons voulu faire, dans le slogan de cette 28e édition. À demain. Nous ne pouvons plus agir aujourd'hui sans penser à demain. C'est notre responsabilité, c'est ce qui donne du sens, c'est aussi ce qui donne du poids à notre existence, mais c'est aussi notre chance, pouvoir inventer un nouvel équilibre entre l'homme et la nature, entre le nord et le sud. Toutes ces questions seront au cœur de cette fête de la science, avec notamment le festival Atmosphère à Courbevoie, l'événement organisé autour de la biodiversité à Mayotte, celui autour des migrations sur le campus Condorcet,
ou encore le Turfu Festival à Caen, qui promeut la recherche et l'innovation participative. À demain, c'est aussi un slogan qui nous permet de rappeler que la recherche s'inscrit toujours dans le temps long et que par définition, la recherche et ses résultats sont un rendez-vous pris avec l'avenir. C'est ce que rappelait Hubert Curien dans la citation qui est mise à l'honneur dans cette salle. Et cette citation, elle dit « Je voudrais revenir sur Terre un instant, dans 1000 ans. Juste le temps de voir ce que 30 générations de savants auront su découvrir et entendre ce que les hommes de science seront alors en humeur de dire. Car si l'humain peut rêver l'avenir de sa propre espèce, c'est en puisant dans sa culture, et la science en est bien sûr une part essentielle, mais si nous voulons aussi décupler la capacité de projection, la puissance d'imagination, si nous voulons réinventer cette notion de progrès, sans réveiller pour autant les fantômes du positivisme, alors il nous faut inviter avec la science, les arts, car la science et les arts participent de l'élévation de l'humanité, de sa créativité, de sa clairvoyance, de sa sensibilité au monde qui l'entoure. Le rapprochement entre art et science restaure l'intégrité de la culture et ce faisant finalement reconnaît l'homme dans sa plénitude. La science et l'art s'enrichissent de leur contact mutuel, l'un signale les limites de l'autre, matérialise ses promesses, explicite sa démarche ou ses résultats, prolonge sa portée dans l'imaginaire, dans l'émotion ou dans la réflexion. Et je crois que c'est ça que Hubert Curien voulait exprimer dans cette citation. Et l'art est aussi un formidable médiateur scientifique. C'est un formidable traducteur de la science, un formidable traducteur des émotions que la science et la connaissance peuvent produire. C'est parce que ce dialogue entre les disciplines, entre la recherche et la création est l'une des clés de notre avenir que nous avons aussi choisi de mettre cette année à l'honneur la bande dessinée. Cette année, le livre qui accompagne la fête de la science met en bulle les thèses de 12 doctorants issus de tout le territoire, et je sais que certains sont dans la salle, et je voudrais vraiment saluer vos premiers pas dans la diffusion de la culture scientifique et votre engagement dans cette mission qui aujourd'hui fait partie intégrante de votre carrière de chercheur. Bravo à vous, vous le savez, l'avenir de la recherche, c'est vous, et demain, c'est vous. La bande dessinée est formidablement aussi représentée par la marraine de cette 28e édition, puisque nous avons la chance que Marion Montaigne ait accepté de jouer ce rôle cette année, elle qui a su avec beaucoup d'humour nous rendre moins bêtes et nous inviter à nous faufiler dans la combi de Thomas Pesquet. Chère Marion Montaigne, au-delà de votre grand talent d'illustratrice et de scénariste de bande dessinée, vous incarnez à merveille les valeurs portées par la fête de la science et inscrites depuis cette année dans une charte, le partage, la créativité, la responsabilité et la convivialité. Alors j'espère que nous serons nombreux à nous retrouver cet automne autour de cette rose des vents de la fête de la science qui, à bien des égards, est aussi la rose des vents de notre démocratie. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Si on accueillait la marraine, ce serait bien. Marion, vous voulez bien nous rejoindre? C'est impressionnant, hein? Oui, oui, c'est évident. Oui. Vous la connaissez tous et toutes? Non, 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 faut pas toucher au micro. Ouais, ça marche, ça marche. C'est parce que tu parles tout bas. Oui, oui. Ok. Donc Marion, je vous la présente. Je vous présente son parcours. Ça fait sérieux comme ça. On fait un petit cursus. Tu vas me dire si c'est vrai ou pas. Ancienne élève de l'école supérieure des arts et industries graphiques. Oui, des Gobelins, oui. Ouais, les Gobelins. Oui, l'école Estienne. Oui. Estienne, ah oui, pardon. Estienne. Je me suis trompée de ligne. Oui, okay. Estienne. Tiens, tu veux pour se refaire. Oui. Voilà. Ensuite, l'école des Gobelins, bien connue, pas loin d'ici, école d'animation. En 2008, tu crées un blog humoristique de vulgarisation scientifique intitulé « Tu mourras moins bête, mais… » Voilà. C'est très bien, tu vois, tout le monde connaît. Bah oui, on est obligé de s'en souvenir. Donc, un blog qui a connu un tel succès qu'en 2011, je crois, il y a une bande dessinée qui sort. Oui. Et ensuite, en 2015 ou 2016, c'est Arte
qui en fait un dessin animé Voilà, tout à fait. qui cartonne. Voilà, oui. Et donc, voilà. Alors, moi, je vous propose de regarder un épisode Tu mourras moins bête. Alors, on a choisi un épisode, on voulait montrer quelque chose qui représente le travail des scientifiques. On a beaucoup hésité. C'est un peu sanglant. Non, encore, je le trouve plutôt soft. On en a des pires, mais c'est pour montrer l'abnégation chez les scientifiques à une époque. Eh ben, très bien. Ah, ça s'appelle Les chercheurs surmenés. On va regarder cet extrait. Qui tutoie les prix Nobel et les savants, qui peut rétrécir, voyager dans le temps, arbore sa pilosité subbuccale et pense en dehors du bocal. Qui sait expliquer ce qu'est la radiation, qui contacte-t-on pour poser une question, le professeur Moustache. Cher prof, mon père veut qu'après mon bac plus 12, je bosse comme un dingue, même si je dois tomber malade et gagner une misère. Que faire? Ben, t'as qu'à devenir chercheur. Voilà un beau métier qui demande beaucoup de sacrifices pour des clopinettes. Quand je pense à tous ces scientifiques au bord du burn-out que l'humanité ignore... Dans la catégorie bosseur suicidaire, je te présente Percy Terry, un brave type qui vécut au début du XXe siècle et qui eut une idée bigrement maligne en ces temps de guerre. Il inventa une pommade durcissante à s'appliquer sur le corps, à même la peau pour faire office de gilet pare-balles. Hey, hop, yalala. C'est tout de même génial comme invention. Pensez aux nudistes qui pourront enfin eux aussi se canarder librement à poil. Ah! Tu m'as jeté du sable, ordure! Évidemment, en bon chercheur, Percy testa sur lui-même sa pommade avec un revolver. Pour la séance! Pas de bol, la balle lui transperça la joue. Il récidiva avec un fusil. Ça va marcher cette fois! Je vous mets au défi de trouver de nos jours un tel dévouement chez les chercheurs. J'aurais pu aussi vous parler du chirurgien Evan O'Neill Ken. Un jour, il eut soudain mal au bas du ventre. Oh, une appendicite. Oh. N'étant affilié à aucune mutuelle, Ken prit une décision pas piquer des hannetons. Vous savez quoi? Je vais m'opérer tout seul, tiens. Une bonne injection de cocaïne et d'adrénaline dans le vide. Hein, c'est parti, mon kiki. Ah, mais quel bazar là-dedans! Il est où ce fichu appendice? Au début du 19e siècle, un jeune physicien romantique allemand au bout du rouleau, Johann Wilhelm Ritter, testa la pile qu'il avait inventée sur différentes parties de son corps. Sur la langue, le nez, les globes oculaires. Et aussi, il la testa assidûment sur ses parties génitales, inventant ainsi l'électro-orgasme. De fait, il s'électrocuta avec des intensités de plus en plus fortes. Johann, nous avons un gros problème avec la facture de l'électricité. Verstehe? Ach so! Et ce, jusqu'à sa mort à 33 ans. Donc, mon petit Gattaz, votre papa, hein, dites-lui d'y aller mollo niveau zèle au travail. Et puis, plutôt que vous tuer à la tâche... Tapez, tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, faut mourir moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même, hein. Bon bah voilà. Ah, ils donnent de leur corps et de eux tout. donnent de leur personne, oui. Ils donnent de leur personne, hein, Jusqu'au vraiment. bout. Alors, bon, tu es devenu une référence quand même dans le domaine de la vulgarisation scientifique. Non seulement pour ton humour, on va dire, un peu débridé, mais aussi pour l'exactitude. Enfin, là, je ne sais pas si tout est exact quand même. Ils ont vraiment fait ça Oui, c'est des vraies personnes. Oui, il y a les références sur le blog, ouais. Les bibliographies et tout. Je pense que j'ai pris pas mal de choses à Bill Bryson. Voilà. D'accord. En tout cas, tu as toujours un souci, bien sûr, de nous amuser, mais d'exactitude mais je ne pourrais scientifique. pas l'inventer, ça. Je pourrais pas. Ah bah ouais, non, mais on a l'impression que c'est inventé. Non, c'est vrai. Enfin, oui, c'est vrai. D'accord. Des vrais noms, c'est des vrais noms, oui. Donc, pas de formation scientifique pour autant. Non. Mais alors, qu'est-ce qui t'a amené à la science? Eh ben, moi, non, j'ai pas la curiosité, j'ai pas de formation, mais j'ai toujours aimé ça. Et donc après, je suis allée dans des bibliothèques, je suis allée rencontrer des
des chercheurs qui veulent bien m'ouvrir leurs portes et m'expliquer ce qu'ils font. Et donc, moi, j'ai toujours eu un complexe avec mon bac+2 de me dire que j'étais trop idiote pour comprendre des trucs compliqués. Ça a commencé dès le lycée, le collège. Donc, j'ai un truc où j'ai envie de me prouver, de comprendre moi-même et de me dire je peux apporter ça aussi à ceux qui n'ont pas pu le faire, qui n'ont pas eu... Qui ont la trouille, qui se disent qu'ils sont idiots, etc. J'ai un gros complexe avec ça que je suis en train de rattraper quotidiennement dans mon atelier. Ah oui, c'est psychanalytique. Hein, je pense que tu n'es pas la seule. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame la Ministre? C'est intéressant, ça, quand même, hein, d'avoir peur des sciences. Bien sûr, mais je crois que c'est quelque chose qui est très révélateur de ce que l'on voit aujourd'hui chez beaucoup de jeunes. La question de l'autocensure, la question de se dire je ne vais pas y arriver, c'est pas pour moi. Et je crois que la fête de la science, c'est aussi une façon de montrer que finalement, un scientifique, c'est quelqu'un de curieux, avant toute chose. Ça, c'est sûr qu'il faut être curieux. Et puis, c'est effectivement quelqu'un qui est capable de passer parfois certaines limites et de tester un certain nombre de choses comme ça a pu être montré dans cette BD. Voilà, c'est tout ça. Et je crois que la démonstration que vous faites, c'est qu'il ne faut pas s'interdire. Et d'ailleurs, vous y êtes arrivé d'une autre façon. Et c'est ça aussi la passion de la science. Ouais. Mais tu aurais pu choisir la politique, tu aurais pu choisir d'autres terrains. Pourquoi celui de la science? Parce que la politique, il y en avait trop déjà. Non, mais parce que... Non, c'est parce que j'ai vraiment. Non, mais c'est juste que c'est comme un sport. On aime tel sport ou tel autre. Moi, c'est vraiment la biologie que j'adorais. Ouais. D'ailleurs, on parlait de bien commun. Moi, j'aimerais ajouter que c'est grâce. J'ai pas de parents scientifiques. J'ai commencé à faire de la science. Je crois que c'était à la MJC de Bréquigny à Rennes. Ensuite, c'était à l'école publique. Donc après, c'est des animateurs. J'ai rencontré des chercheurs qui m'ont emmené à la fête de la science. On y allait le week-end. On se débrouillait pour essayer d'avoir des tables. Enfin, ils faisaient ça en plus de leur travail. Et moi, j'ai envie d'ajouter que c'est même le service public, moi, qui m'a aidé aussi les bibliothèques, les musées. Donc, moi, je pense que la fête de la science, c'est aussi aurait du mal à exister si on ne soutient pas le service public en particulier. Parce que moi, c'est ce qui m'a aidé après à me former et maintenant à vivre de la bande dessinée. Parce que sinon, je ne sais pas ce que je ferais comme travail. Et c'est une des raisons de ton acceptation, c'est pour ça que tu as accepté d'être marraine? Alors au début, j'ai eu encore ce complexe à me dire oh là là, les bac+9, ils vont voir une bac+2 se débarquer, ils vont dire qui c'est celle-là. Non mais vraiment, il y a une violence pour ceux qui n'y ont pas assez, j'y reviens. Je pense vraiment que c'est d'ailleurs le public qui va pouvoir avoir accès à la science, celles qui ne savent pas comment ça se passe dans les labos, qui ont un peu la trouille des blouses blanches. Et donc, moi, j'ai eu un peu toujours cette violence symbolique de ne pas pouvoir. Après, je me suis dit que j'allais me faire ça pour la petite fille que j'ai été, essayer de penser aux petits enfants. Aux autres. Voilà, oui. Au public. J'aime bien ce pont entre quelque chose qui paraît complexe et je pense que c'est pas que c'est complexe, il faut juste bien expliquer. On peut tout expliquer à tout le monde tant qu'on prend les bonnes tournures. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est quand les domaines s'ouvrent, quand des musiciens rencontrent des tennisman, des dessinateurs rencontrent des chercheurs, quand les frontières s'ouvrent, on arrive à des choses intéressantes. Alors ça demande beaucoup de discussions, à s'entendre, il faut réussir à se comprendre, mais je trouve que c'est là où ça devient vraiment palpitant, quoi. Oui, et puis c'est une chance, parce qu'en fait, à travers le dessin, ou même quand on n'est pas scientifique, on a la chance de rencontrer des scientifiques passionnants. Et toi, en plus, là, tu as suivi, il n'y a pas si longtemps que ça, Thomas Pesquet, pendant longtemps, pour faire l'album. Pendant longtemps, tu n'es pas allé avec lui dans la station spatiale, évidemment, mais tu l'as suivi sur ses entraînements? Sur certains entraînements, parce que c'est quelqu'un qui est assez pris, donc on ne va pas non plus le déranger, on se met dans un coin et on regarde. Oui, j'ai quand même pu aller à la Cité des Étoiles, à Baïkonour, etc. C'était une grande chance, mais on essaie de le suivre, de lui poser des questions, de lui dire mais comment... En fait, on se pose les mêmes questions que le grand public, mais comment on fait ça, comment on devient comme ça, comment c'est fait dans ce cerveau comme ça, j'ai toujours pas la réponse, mais ça aussi, ça a été une grande ouverture de sa part, c'est-à-dire, enfin quand même, vous voyez, quand on voit le résultat, il faut vraiment avoir de l'humour de sa part pour me laisser entrer dans un labo.
Non, ou une volonté peut-être justement de partager son expérience avec oui, une volonté de montrer son travail, de montrer que tous les jours c'est comme un métier où il faut recommencer. Ils sont assez exceptionnels, mais ils sont aussi entraînés à être exceptionnels. Et je pense que c'est une part d'humilité aussi d'essayer de se mettre à niveau du grand public, parce qu'on a essayé de faire quelque chose de très large pour vraiment les gens. Moi, ça me fait plaisir quand des gens qui me disent la science, même l'espace, j'en ai rien à faire. La BD, j'aime pas du tout. Bah, je l'ai quand même lu. Donc ça fait plaisir. Ouais. Bon, merci beaucoup Marion, on peut l'applaudir. On va bien rigoler. Hein. Tu vas revenir tout à l'heure pour nous dire un petit mot en conclusion, mais on va peut-être poursuivre le déroulé de cette conférence pour vous présenter les grands axes. Notamment, on va commencer par les actions nationales de cette fête de la science 2019. Et pour cela, j'invite à nous rejoindre Monsieur Nicolas Ngo, chef. On continue, hein, on déroule, on continue comme ça. Département de la culture scientifique et des relations avec la société au ministère de la Recherche. Est-ce qu'on va... Merci beaucoup. Marion, tu veux rester avec nous, tu es la bienvenue. Tu peux croquer pendant que... donc Nicolas, avec nous, j'appelle également Nabila Bouatia Naji, chercheuse à l'INSERM. Venez nous rejoindre Nabila, spécialisée dans la génétique des maladies cardiovasculaires, notamment chez les femmes, et membre active de l'association Femmes et Sciences. C'est important ça, hein. Prenez le micro. Michel Viseau, venez nous rejoindre aussi, on va être nombreux hein, sur cette petite scène, responsable du programme exobiologie au CNES, Centre National d'Études Spatiales, fidèle à la fête de la science. Roland Lehoucq, astrophysicien au CEA bien sûr, président des Utopiales, aussi le Festival international de science-fiction de Nantes, bien connu du grand public hein, pour les conférences de vulgarisation scientifique. Je peux utiliser ce mot-là, c'est pas vulgaire? Non, d'accord. Bon, très bien. Et tous les trois, vous êtes ambassadeurs cette année pour vos organismes, donc INSERM, le CNES et le CEA. Nicolas, on va commencer ensemble. Il y a une grande fête qui se prépare pour l'ouverture de la fête de la science le 5 et le 6 octobre. Exactement. Alors, la fête de la science, comme le rappelait la ministre, c'est avant tout le plaisir de la rencontre. Et je crois que Marion l'a très bien rappelé à l'instant, la rencontre entre chercheurs et citoyens, entre médiateurs, grand public, avec les familles, c'est le plaisir de partager finalement. Et depuis longtemps, depuis 28 ans maintenant, la fête de la science, elle permet de se retrouver autour des valeurs, des émerveillements, de la créativité, de la passion, de la rigueur, de l'enthousiasme, j'en passe, et des meilleurs. Bref, c'est tout ça qui fait le succès de la fête de la science et qui fait que la fête de la science, c'est un temps fort de la culture scientifique depuis 28 ans maintenant. Et donc, depuis quelques années, on a pris l'habitude de lancer en fanfare les festivités avec tous ceux qui font vivre la fête de la science au quotidien et toute l'année. Et ça, c'est très important pour nous. Je pense bien sûr aux organismes de recherche qui sont présents parmi nous dans cette salle, aux musées, aux médias, aux partenaires de la fête de la science qui sont également là. Et puis du coup, le 5 et 6 octobre, on organise le grand lancement, l'inauguration officielle, le 5 et 6 octobre sous la canopée du Forum des Halles. Donc en plein cœur de Paris. En plein cœur de Paris. Et en plein courant d'air. Alors, on espère qu'il fera plus beau qu'aujourd'hui. On invite tous les scientifiques à nous C'est quand même sous la canopée, donc on sera au sec. Et du coup, c'est effectivement un lieu très central et on a été extrêmement séduits par l'idée que les gens puissent venir, en quelque sorte, faire du shopping au cœur de Paris, venir pas forcément pour la science et repartir plus riche de savoir, grâce au talent des chercheurs, des médiateurs qui seront là. Donc je les cite parce qu'ils sont quand même nombreux. Il y a 14 opérateurs de recherche, l'ANR, le BRGM, le CEA, le CNES, le CNRS, l'IFPEN, l'IFREMER, l'IGN, l'INRA, l'INRIA, INSERM, IRD, IRSN et IRSTEA. Et donc tout ça c'est possible grâce à des partenaires comme la ville de Paris, que je remercie de mettre à disposition cet espace, Arte, le SNE, et puis
Et c'est tellement minutieusement préparé, puisque ces 2 jours, ils sont animés par vos équipes, Fred, de l'Esprit Sorcier, et que ça donne lieu aussi à une émission de télé sur Science et Vie TV. Donc pendant 2 jours, non seulement en streaming sur les sites Fête de la Science et des organismes de recherche, mais aussi sur Science et Vie TV, on a l'occasion, pour ceux qui ne sont pas sur place et qui n'ont pas la chance d'être à Paris, de découvrir finalement le talent de médiation des chercheurs qui, autour de quiz, de débats, de mini-conférences, de jeux, enfin tout ce que vous savez si bien faire pour rendre la science accessible, amusante, distrayante, intelligente, bref. On va essayer, mais ça c'est aussi beaucoup grâce au travail des chercheurs qui acceptent de jouer le jeu, parce qu'il faut s'y prêter. Et ça s'appelle Science en direct, justement parce que c'est diffusé en direct sur Science et Vie TV. Nos amis de Science et Vie TV, je les aperçois ici d'ailleurs. Donc ça c'est bien, une chaîne comme ça qui diffuse pendant 2 jours non-stop de la science et qui met en valeur les scientifiques. Et ce sera diffusé également pour ceux qui sont attachés au site de leurs organismes de recherche, sur le site de chaque organisme de recherche si vous le souhaitez, et puis le nôtre aussi. Et exactement. Celui de la Fête de la Science, bien évidemment. Exactement, oui. Donc ça, c'est pour le 5 et le 6. Ouais. Et puis, on peut passer une soirée spéciale le samedi 5, le soir. Alors, toujours au même endroit. Peut-être une petite révélation, la fête c'est souvent le soir, et du coup ça nous a donné envie d'organiser en quelque sorte une soirée autour de la science au même endroit, avec des vidéastes de science, pour ne pas dire des youtubeurs, des gens qui partagent leur passion avec un public toujours plus large, et notamment avec une initiative qui s'appelle le Vortex d'Arte, autour de la figure de Léo Grasset notamment, alias Dirty Biology, et bien sûr Marion Montaigne qui sera également avec nous. Et donc ça c'est vraiment une grande joie de vous préparer cette surprise, puisqu'en fait c'est une soirée extrêmement ludique, vivante, qu'on espère captivante, et on espère que vous serez tous là au rendez-vous pour finalement partager la science, la fête et le plaisir d'apprendre ensemble. C'est parfait. On a dit l'essentiel sur cette ouverture. Il me semble. Oui. Merci beaucoup, Nicolas. C'est bien, on a un chauffeur de salle devant. On s'est mis d'accord juste avant. Ah, vous êtes. C'est un travail. C'est un ambassadeur. Hein, Très bien. Nabila, vous avez un micro ? Alors, vous êtes ambassadrice de l'INSERM. Tout à fait. Et pourquoi vous avez accepté cette responsabilité énorme ? Oh là là. Donc, en fait, je suis chercheur INSERM et j'ai accepté de faire ça parce que je trouve que c'est très important qu'on démystifie la science. En fait, ça me parle beaucoup, ce message de dire qu'en fait, les scientifiques, c'est des gens comme tout le monde, très curieux, hein, pas très sûrs d'eux-mêmes, hein, je vous rassure Marion, en fait, ce que vous dites là, ça parle beaucoup, même avec Bac plus 14, on est toujours un petit peu pas sûr de soi-même, surtout quand on est une femme. Et donc j'ai accepté parce que c'est super, en fait, de parler de la science à tout le monde, quoi. Donc plus ça sort des labos, mieux c'est. Donc moi, je suis dans un labo de recherche à Paris et je fais ça. Je reçois souvent des élèves, des étudiants dans nos opérations comme Destination Labo. J'ai fait ça il y a 2 semaines. J'ai convaincu 3 doctorants. On va faire des ateliers sympas. On va extraire de l'ADN à partir de la salive. Tout le monde était partant. Ouais. Et en une demi-après-midi, c'était organisé. Et donc ça, j'aime bien faire ça. D'accord. Et puis toujours un message quand même sous-jacent, c'est toujours soutenir les femmes dans leur accès à la connaissance scientifique et au métier scientifique. Alors oui, tout à fait. En fait, à l'INSERM, c'est un organisme qui vraiment promeut l'égalité, etc. Mais comme dans tous les organismes, en fait, on a beaucoup de choses à améliorer. Mais en fait, il se trouve qu'il y a 3-4 ans, j'ai pris vraiment une conscience parce que je commençais à être un petit peu à responsabilité. Et je faisais des parallèles et je me disais, ah bah tiens, en fait, j'ai l'impression quand même que le fait d'être une femme, ça ne m'a peut-être pas beaucoup aidé à progresser. Et donc, en fait, voilà. Et je commençais à travailler sur une maladie que mes collègues masculins n'avaient même pas remarqué que c'était une maladie qui touchait beaucoup les femmes. C'était 80% des patients des femmes. Et quand j'ai remarqué ça, je dis, quand même, c'est quelque chose que vous aurez pu vous dire quelque chose. Mais en fait, voilà. Donc, petit à petit, ça s'est construit dans ma tête que c'était très important de mettre ça dans ma recherche. Et donc, j'essaye de comprendre cette maladie qui touche beaucoup les femmes. Pourquoi, en fait? Déjà, c'est cause génétique. Donc, c'est ça ma spécialité, c'est la génétique. Et après, en fait, voilà, c'est parti de là. Je me suis engagée auprès de Femmes et Sciences pour intervenir dans des lycées, dans des collèges, parce que j'ai eu des témoignages en fait de jeunes filles qui me disent, mais en fait, moi, la science, c'est trop dur. Ou bien, ah non, la physique, c'est vraiment pas un truc de fille. Et là, tout de suite, j'ai 15 000 arguments pour lui dire, ah bah non, pas du tout. On s'amuse comme des fous en science.
Très bien. Donc, voilà. Merci beaucoup. Je signale que tous les organismes de recherche ont un ambassadeur. Alors on a fait un choix un petit peu arbitraire, on est désolé, mais on va faire des vidéos avec tous les ambassadeurs des régions et des organismes de recherche qui seront diffusés sur les réseaux sociaux et vous avez tous accès aux réseaux sociaux, c'est important de le dire. Michel Viseau, vous êtes ambassadeur du CNES. Oui, ça vous fait quoi? Vous avez le trac, j'ai l'impression. Bah oui. Non, j'ai pas du tout le trac parce que d'abord je sais que Marion est là et donc déjà je sais que ça va être on va passer un très bon moment. Et je suis très content d'ailleurs qu'elle soit là et que ça me semble être d'abord ses ouvrages sont remarquables et encore une fois c'est vraiment un boost pour chacun d'avoir ses ouvrages dans la main. Donc je suis au Centre national d'études spatiales. Ouais, exobiologiste. Alors j'ai vu qu'il y avait un petit bonhomme bizarre là. Il y a un peu d'exobiologie dans le dessin de la fête de la science, donc je me sentais directement concerné. Donc vous voyez qu'on avait bien communiqué. Mais bon, non, c'est vraiment avec un grand plaisir que je fais ça et que je participe à ces activités. Et le CNES en a de multiples auprès des jeunes, dans les quartiers l'été avec Espace dans ma ville, avec les vols paraboliques pour les lycéens et pour l'enseignement supérieur, ça n'arrête pas. Mais bien souvent, on vous retrouve un peu dans beaucoup d'opérations ou d'animations où il faut parler, vraiment partager la connaissance donc spatiale en particulier, ou la vie extraterrestre, etc. C'est vous parce que vous aimez ça. Parce que vous aimez bien raconter les histoires, quand même. Je n'arrête pas de raconter des histoires. Enfin, des histoires scientifiquement fondées. Non, bien sûr. Je pense que le CNES en fait énormément, et moi j'en fais pas mal dans cette histoire. Et c'est un plaisir. Mais surtout, on apprend. Moi, quand je vais dans un lycée, quand je vais dans une salle au Tampon à La Réunion, quand je vais à Brive-la-Gaillarde, les questions que l'on me pose me forment. Les questions que l'on me pose m'apportent des choses. Et ça devrait être obligatoire pour les chercheurs, quel que soit leur niveau hiérarchique, d'aller rencontrer les jeunes, les moins jeunes, les maisons de retraite. On apprend. J'ai pas le temps, mais... Si, ouais, mais c'est bien. C'est bien, c'est bien. Applaudissements, alors. S'il vous plaît. Je vais vous donner un exemple. Un exemple. Le CNES m'a demandé d'aller faire une conférence auprès de gens qui ont le lock-in syndrome. C'est des gens qui ne communiquent pas. D'accord ? Ils ont toutes les facultés intellectuelles, mais ils ne communiquent pas. Et donc, je suis allé faire une conférence un samedi après-midi devant une quinzaine de personnes très lourdement handicapées. Et bien entendu, ça m'a obligé à réfléchir à ce que j'allais faire parce qu'il y a des phénomènes de célérité cérébrale qui sont un peu affectés, etc. Je suis allé, donc, participer, j'ai eu des questions, etc. Et ça m'a obligé à refaire toutes mes présentations. Tout ce que je présente maintenant, avec ce que j'ai compris, la réflexion que ça m'a suscité, les réactions que j'ai eues de leur part, les questions qui m'ont été posées, je suis en train de... Comme tout le monde, j'ai 15 représentations qui sont quasiment prêtes, que je modifie, etc. Et bien là, j'ai tout remis à zéro et je recommence parce que j'ai appris énormément auprès de ces gens-là. Et je crois que c'est ça. Quand on va, nous, scientifiques ou pseudo-scientifiques, se confronter aux jeunes des banlieues, aux maisons de retraite, etc., on apprend énormément et ça nous sert dans notre travail. Très bien, merci beaucoup. Eh ben, on va avoir un grand plaisir à vous recevoir à la fête de la science et vous allez nous raconter plein de belles histoires. Vous pourrez l'écrire une 17e fois. Avec plaisir. Très bien. Et à vos côtés, Roland Lehoucq, qui nous arrive directement de la ceinture d'astéroïdes qui se situe entre Mars et Jupiter, aussi appelé 31 387 Roland Lehoucq, c'est bien ça. Vous avez un astéroïde, un bout de caillou qui tourne, qui est en orbite actuellement et qui porte votre nom. Oui, c'est ça. J'ai eu le grand honneur qu'un astronome découvreur d'astéroïdes veuille bien en baptiser un à mon nom, juste Lehoucq, pas Roland Lehoucq. Ce qui quand même élargit pas mal à la famille. Je suis copain, tous les Lehoucq qui d'une façon ou d'une autre sont des cousins lointains, sont contents probablement, s'ils le savent en tout cas. Et donc il a été sympa de ce point de vue-là. Donc oui, c'était un grand honneur, un grand plaisir d'avoir ce privilège. Et vous êtes aussi ambassadeur cette année du CEA. Ambassadeur cette année du CEA, qui est évidemment un acteur, mais parmi tous les autres acteurs, tous les grands acteurs scientifiques français de la fête de la science, depuis le début, en fait, depuis la première édition. Et il y a une dizaine de centres, 10 centres du CEA en France, et chaque centre, chaque
y a des groupes de chercheurs de chaque centre qui participent aux événements locaux, aux tours qui se situent dans la région proche de chaque centre, chaque année, donc depuis 28 ans, parce que c'est la 28e année. Et il y a aussi 2 centres qui chaque année sont choisis pour être... je vais me casser la figure. Attention, ouais, restez avec nous. La gravité est une force faible mais têtue et il faut faire attention. Ouais. Et donc, et elle gagne toujours. Et il y a 2 centres qui sont choisis pour avoir des portes ouvertes où les gens peuvent vraiment, cette fois-ci, rentrer dans les centres du CEA, qui ne sont pas toujours faciles d'accès pour plein de raisons. Et donc cette année, il y a le Visiatome, qui est à Marcoule, qui est un centre de culture scientifique aussi, qui promeut à l'année et qui fait la promotion de la culture scientifique. Et puis le centre de Fontenay-aux-Roses. Et donc voilà, il y a, je crois, typiquement 250 chercheurs du CEA, chercheurs et chercheuses, bien sûr, du CEA, qui participent chaque année à la fête de la science. Et donc ça fait quand même un effort tout à fait important, mais qui se retrouve évidemment allié aux efforts de tous les autres centres, de tous les autres centres de recherche, tous les autres organismes de recherche. Et ce qui permet au grand public de découvrir que le CEA, qu'on associe souvent en recherche sur l'atome, c'est tout, c'est la santé, c'est l'intelligence artificielle, c'est l'astrophysique. Pour dire les choses brutalement, le CEA, c'est pas que les bombes et les centrales. C'est bien au-delà de ça. Ça a commencé comme ça, bien sûr, en 1945, évidemment, sous l'impulsion du général de Gaulle. Mais maintenant, c'est toute la recherche, beaucoup de recherche fondamentale, évidemment en physique, mais aussi en biologie, de développement technique. Et donc, il y a énormément de choses qui se font au CEA, des recherches sur le climat, sur l'environnement, l'astrophysique, évidemment, dont on vient de parler. Et donc, voilà, il y a énormément de choses qui se font et de chercheurs de toutes disciplines, de chercheuses de toutes disciplines au CEA. D'accord, merci beaucoup. Et juste après la fête de la science, pour vous, c'est une autre aventure, mais ce sera ce sont les Utopiales qui démarreront à Nantes, la science-fiction. Oui, c'est ça. C'est un festival de science-fiction que j'ai le plaisir de présider, qui se déroule à Nantes chaque année. Et c'est un festival de science-fiction avec de la science dedans. Il se déroulera du 31 octobre au 3 novembre, donc il y aura d'une certaine façon une manière de continuité, en tout cas de prolongement aux Utopiales. Marion est déjà venue aux Utopiales. C'était vraiment un grand plaisir de la recevoir aux Utopiales aussi. Et donc c'est un festival de science-fiction avec de la science dedans. Et donc on cherche vraiment cette fois-ci, alors par le détour de ces mondes imaginaires, souvent perçus comme des mondes fictifs, voire des mondes sans intérêt, de faire la promotion de la science, de parler de la science et de soulever les questions, de discuter des questions qui sont soulevées par ces œuvres de fiction. Très bien. Eh bien, merci beaucoup à vous d'être ambassadeur et de soutenir la fête de la science. Et je vous dis à demain. Merci Nicolas. Marion, attends, tu veux pas travailler un peu avec moi ? Tiens, je vais te passer les fiches. Alors, évidemment, la fête de la science est partout en France, métropolitaine, et en Outre-mer aussi. On va y venir dans un instant aux régions, parce que c'est très très important. Il y a des ambassadrices également et des ambassadeurs qui sont avec nous. Mais d'abord, j'aimerais vous parler d'une série, une web-série très intéressante qui va sortir le 6 octobre, donc juste au début de la fête de la science, sur le site de la fête de la science. Et cette web-série s'intitule Nature égale futur. Alors vous imaginez déjà à travers le titre qu'on peut y parler du biomimétisme dans les nouvelles technologies. Donc chaque film de cette web-série nous présente les travaux d'un chercheur ou d'une équipe de recherche dans ce domaine du biomimétisme. Et je vous propose de voir la bande-annonce qui est très bien faite et qui va tout vous expliquer. Depuis 3 milliards 800 millions d'années, la nature a déjà tout inventé. Panneaux solaires, hydroliennes, avions, trains à grande vitesse, système anti-collision, éclairage urbain. Le biomimétisme est la science qui s'inspire de la nature pour trouver des solutions innovantes et durables. Partout sur la planète, des milliers d'hommes et de femmes sont déjà en train de la mettre en pratique afin de trouver des applications inédites qui vont réinventer notre quotidien et notre futur. Nature égale futur vous révèle comment, en imitant et en copiant les formes, les procédés, les matériaux, les stratégies ou les écosystèmes de la nature, l'homme va révolutionner son habitat, sa médecine, ses transports, ses objets du quotidien, son alimentation,
ses énergies, son industrie, l'organisation et la communication de ses sociétés et construire pour les générations à venir un monde plus équilibré, plus responsable et durable. Ah oui, la nature est remplie de technologies de pointe. Tu as déjà travaillé sur ce sujet ? Oui, j'étais dessus, oui. Oui, enfin, c'est marrant, je suis dessus. Je suis en sur ce moment ? Les poils de moustique, oui. Mais bon. Sur les poils de moustique ? Oui, c'est très bien fait. En 2 secondes. Eh ben, apparemment, un moustique, c'est extrêmement poilu. Il suffit d'une micro-goutte de 0,6 mm pour qu'il il s'écrase parce qu'il a 80% de son poids en plus. Mais d'accord. Enfin, je m'exprime mieux en dessin. D'accord. Mais c'est très bien fait. Ouais, d'accord. C'est sorti faut tuer déjà les moustiques avec des pulvérisateurs d'eau. Enfin, non, pas encore. Non, d'accord. C'est un bon teaser. Hein, très bien. Bon, allez, autre action nationale. Bah tiens, justement, on va parler de bulles. La science en bulle. Pas la science en bulle, la science en bulle. Je vais parler un peu vite. Donc, on va parler de cette action nationale, le livre Science en bulle, et puis d'un escape game autour de la démarche scientifique. Et pour cela, j'invite à me rejoindre Élodie Chéroux. Élodie, si vous voulez bien nous rejoindre, du département de la culture scientifique et des relations avec la société. Christian Counillon, représentant de la présidence du syndicat national de l'édition. Bonjour. Fanon Julienne. Est-ce que vous êtes là, Fanon ? Oui, Fanon Julienne, doctorante à l'Institut des molécules et matériaux du Mans. Et puis, Johan Longo, de Sciences Animation. Johan, s'il vous plaît, rejoignez-nous. Alors, Élodie, c'est la 4e année, en fait, qu'il y a un livre spécialement réalisé à l'occasion de la Fête de la Science. Oui, parce que le livre, et à travers lui, la lecture, ça reste pour nous un outil essentiel de diffusion des savoirs. C'est pourquoi, donc, depuis 4 ans, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de l'Innovation, avec le SNE, le Syndicat national de l'édition, édite donc un livre pour la Fête de la Science. Et cette année, pour l'année 2019, donc, on a des petites évolutions, tant sur la forme que sur le fond. Ouais, il y a un grand principe qui reste quand même, c'est que le livre est gratuit. Le livre est gratuit. Il faut le préciser. Oui, il est gratuit. Il est gratuit, il sera édité à 80 000 exemplaires, diffusé dans évidemment tous les grands événements de la Fête de la Science. Et on pourra le retrouver aussi sous forme de collection de livres de prêt dans les bibliothèques et les médiathèques. Donc 16 000, un réseau appuyé, avec l'appui du ministère de la Culture, mais aussi les 13 000 centres de documentation et d'information dans les lycées et les collèges de France. Donc une grande diffusion et qui alors je vous ai coupé un peu, parlons du livre, de la spécificité du livre. Alors le livre cette année, donc on évolue effectivement dans son contenu puisqu'il met à l'honneur, comme l'a rappelé la ministre, 12 doctorants et doctorantes venus de toute la France et qui parcourent donc 12 sujets de recherche, 12 sujets de thèse sur des diverses disciplines. On va aller autant sur la biodiversité que sur le harcèlement scolaire, sur le plastique dans les océans et la lutte contre le cancer. Enfin voilà, des sujets. Il y a des sujets très très pointus, hein, les grains de sable en Patagonie, enfin. Oui, c'est des sujets de thèse. Hein. Des sujets de thèse. Ils sont effectivement sur des niches très très pointues. Mais on montre que la science est à l'œuvre pour améliorer le bien-être et celui de la planète et l'avenir, comme l'a rappelé la ministre, effectivement, est bien entre les mains aussi de cette jeunesse qui se forme à la recherche dans les universités et les laboratoires. Et alors pour ça, vous avez fait appel à 2 dessinateurs, 2 BDistes. Parce que sur la forme, donc, on fait évoluer effectivement ce livre et on a fait le choix de la bande dessinée comme canal d'immersion dans cette science au travail. Pour arriver à ce résultat, donc, les doctorants ont travaillé vraiment de façon étroite avec Peb et Fox, nos 2 BDistes. Ils se sont ainsi initiés et formés à la mise en récit et en images de la science. Et c'est une médiation qui exige de simplifier mais sans trahir pour permettre au public donc, de s'approprier vraiment le sens sujet. Et la démarche de leurs travaux. Donc c'est un exercice qui est loin d'être évident et le travail est parti en impression. Donc là, on a hâte que vous découvriez tous ce livre très bientôt.
On peut, justement, pour continuer, je ne veux pas vous enlever la parole, mais on peut peut-être illustrer ce que vous venez de dire avec le témoignage de Fanon, Julienne, qui, donc vous travaillez notamment sur les micro- et nanoparticules de polymères en mer, donc les plastiques quoi, qui pourrissent les océans, en quelque sorte. Donc, mais c'est un sujet de thèse. Là, que vous avez. Et donc, alors comment ça s'est passé pour mettre ça en bulle? Plutôt bien. J'espère. Mais quel a été le processus? Ça a pris combien de temps? Comment vous avez fait pour réussir à vulgariser une thèse? Alors, je veux juste dire que je représente les 12 doctorants et qu'il y en a d'autres dans la salle. Hein. Voilà. On vous salue. C'est ça, désolé. Hein. Donc, ça s'est plutôt bien passé. Je dois avouer que dans les premiers temps, j'étais un peu inquiète en me disant ça va être une super expérience, mais on va où, on fait comment, on fait quoi? Et en fait, c'était très bien organisé, on a été guidé. Donc, tout d'abord, on a dû rédiger un texte pour expliquer notre thèse, mais sous un nombre de mots limité, donc on était parfois frustrés parce qu'on veut toujours en mettre plus. Ouais. Et puis voilà, ensuite c'est parti pour essayer de faire les croquis. Voilà, oui, mais comment vous faites? Parce qu'on sait que le problème parfois des scientifiques, qui est bien normal d'ailleurs, qui est légitime et qui peut se comprendre, c'est que c'est pas toujours facile de prendre du recul pour se dire et jusqu'où on va dans la vulgarisation. Et on en parlait tout à l'heure justement, et accepter de se couper un bras des fois, en disant bon ça on peut pas le raconter, c'est pas possible. Justement, je pense que pour nous c'était un très bon exercice, rien que pour prendre du recul sur notre thèse. Et en fait, ça s'est vraiment fait par le dialogue. En fait, vraiment, il y a eu beaucoup de retours entre Peb et Fox et nous, et voilà où on a dit. Moi je verrais ça, et puis on avait des questions genre mais pourquoi tu fais comme ça c'est quoi, et puis voilà, on approfondissait vraiment au fur et à mesure le sujet. D'accord, et le résultat, vous êtes satisfaite? Oui. Heureusement. Youpi. Génial. Bon, très très bien. Christian Counillon, donc vous... Oui. Parce que je tiens à préciser quand même que c'est un travail qui est issu d'un collectif, parce qu'on a été donc vraiment accompagné aussi par les universités de rattachement de tous ces doctorants, et plus particulièrement la contribution de l'Université de Lorraine, qui a vraiment apporté toute son expérience dans ce domaine de la science en BD, par leur précédente édition, et qui a participé au copilotage de l'opération avec la conférence des présidents d'université et le ministère de la Culture. Donc voilà, c'est vraiment un travail collectif à plusieurs. Et c'était nouveau, les universités dans le processus. Oui. Vraiment que les universités puissent accompagner le projet et être présents sur toute la durée, tant dans la formation qu'ensuite, parce on ne s'arrête pas là, hein, la fête de la science, c'est au mois d'octobre, et le livre va être propice aussi à des échanges avec le public, donc c'est un support aussi pour aller plus loin. On a hâte de le voir. Avec aussi des grandes opérations librairie, mais là, j'en dis pas plus. Christian Counillon, vous pouvez nous en dire plus? Vous représentez le syndicat national de l'édition, donc encore engagé dans la science cette année. Oui, donc plus spécifiquement le groupe Science pour tous, qui est associé à cette vaste opération, qui réunit les éditeurs, petits et grandes maisons, qui font aujourd'hui la vitalité du livre de science. Donc le groupe a une quinzaine d'années, il a été créé sous l'impulsion de Sophie Bancard, qui a fondé et longtemps dirigé les éditions du Pommier, que vous connaissez, je pense. Et voilà, le livre de science se porte bien, et ce Science en Bulle en est le reflet à notre sens. J'en veux pour preuve la fréquentation en hausse de la scène Science pour tous que nous animons à Livre Paris, le Salon du Livre de Paris chaque année, ou celle de notre site internet, ou une sorte de catalogue idéal pour le lecteur curieux de science. Et donc cet ouvrage illustre notre ambition et ce travail collectif, d'abord par sa forme. Marion Montaigne, Hubert Reeves, Thibaut Damour ou Léo Grasset nous avaient montré la voie, on s'y est engouffré. Vous l'avez souligné, l'éclectisme des sujets, les granulaires, les nanomatériaux, la restauration écologique de l'île au Bagot à Port-Cros, ou la recherche de nouveaux anticancéreux. Également, justement, cette volonté de montrer la science en train de se faire, ces jeunes chercheurs.
à l'œuvre. Et enfin, comme Élodie l'indiquait, sa large diffusion, d'abord grâce à ces 12 auteurs qui seront autant d'ambassadeurs dans les territoires, à d'autres auteurs de livres indiqués en bibliographie qui se déplaceront pour animer durant la fête de la science, puis toute l'année dans les régions. Également, donc aux acteurs déjà cités, CSTI, Médiathèque, CDI, etc. S'ajoutent 350 libraires qui sont partout. 350 librairies participantes. Voilà, donc 650 grands événements de fête de la science. On pourra l'avoir, ce livre, se le procurer. Oui. 16 000 médiathèques, c'est énorme ça quand même. 11 000 centres de documentation et d'information de collèges et lycées où on pourra le consulter et l'avoir gratuitement. Voilà, donc le livre est offert pour tout achat d'un livre de science en librairie et donné dans ces événements à l'occasion de la fête de la science. D'accord. Merci beaucoup. Et alors, vous aviez quelque chose à rajouter ? Alors, en complément de ce livre, un escape game, comme l'année dernière d'ailleurs, puisqu'il y en a eu un l'année dernière, Johan, qui avait remporté un bon succès. Alors déjà, c'est quoi là ? On n'est pas tous obligés de savoir ce que c'est qu'un escape game. Alors, un escape game, c'est un jeu très à la mode, très en vogue en ce moment, qu'on trouve dans pas mal de domaines. Le principe, c'est de sortir d'une pièce en moins d'une heure, on va dire, moins 20 minutes, ça dépend des jeux, qui fonctionnent très très bien avec les jeunes, à partir de 11 ans pour celui qu'on a développé. Le principe, c'était de se dire, les bibliothèques sont des acteurs du territoire, notamment nous en Occitanie, il y a beaucoup de zones rurales ou des territoires qui ne sont pas forcément couverts par la culture scientifique, où les bibliothèques sont présentes. Et ils n'ont pas forcément d'outils pour mener des actions. Donc le livre était un super support, mais on s'est dit comment on pouvait accompagner ce livre avec une animation clé en main, en fait, qui se télécharge sur le site du ministère. On l'a lancé l'an dernier, donc ça s'appelait Panique dans la bibliothèque. Il a été téléchargé 500 fois l'an dernier. On espère faire plus cette année. Et voilà. Et donc le ou la bibliothécaire s'empare de l'animation en 1 heure et elle peut le déployer pour 2 à 6 personnes et ça permet de prendre le livre comme support et du coup de parler de science dans les bibliothèques très facilement. Et c'est un LTM, ça s'appelle Recherche à risque. Ouais. C'est ça. Ça va être quoi alors ? Alors on est en train de travailler dessus, donc il sort le début septembre, je ne vais pas tout dévoiler, il sera téléchargeable à partir du début septembre. Le principe c'est de parler de démarches expérimentales, démarches scientifiques, et donc on va s'appuyer sur le livre et les travaux des doctorants pour créer des énigmes autour de la démarche scientifique, toutes les étapes, et essayer de faire comprendre au public c'est quoi la démarche scientifique, qu'est-ce qui différencie la démarche scientifique d'autres démarches. Voilà, et donc j'espère que ça fonctionnera comme celui de l'an dernier. Juste, je voulais juste dire une chose. On vient de parler de Sophie Bancard, elle n'est pas là. C'était son éditrice. Je voulais juste qu'on ait une petite pensée pour quelqu'un qui nous a quittés ce week-end, Michel Serres, qui était un grand passeur de sciences et qui va nous manquer beaucoup. Voilà, juste dire ça. Parfait, merci beaucoup. Oui. Moi j'ai un petit ajout aussi parce que je voulais citer, c'est des partenaires historiques qui nous ont accompagnés notamment sur l'opération de lancement d'inauguration officielle depuis déjà plusieurs années et qui nous accompagnent cette année également sur le livre. C'est la CASDEN, donc filiale de la Banque Populaire qui est à nos côtés déjà depuis quelques années. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Donc on pourra retrouver ce livre à partir de la fête de la science, un nouveau bouquin. Voilà. C'est bien, c'est bien. On va bientôt conclure et inviter nos ambassadeurs des régions. Je vous donne juste quelques chiffres de la dernière édition 2018, mais Madame la Ministre nous les avait donnés tout à l'heure, mais pour rappel, comme ça. Les événements et les animations en 2018 ont accueilli partout en France 1 600 000 personnes, dont 300 000 scolaires. Il y a eu 650 grands événements, des villages de sciences, des festivals de sciences, des parcours scientifiques, et 2600 actions ponctuelles, notamment des visites de labos, des ateliers, des conférences, des débats, etc., etc. Je vous rappelle les dates. La 28e édition aura lieu en France métropolitaine du 5 au 13 octobre 2019 et en Outre-mer et les instituts français du 9 au 17 novembre 2019. Tu iras aussi là-bas ? Dans les dom-toms ? Ouais. J'en viens, c'est drôle, je suis née à La Réunion, donc je pourrais. C'est vrai ? Oui. Ah ouais, c'est pas mal, moi aussi j'irais bien en fait. C'est quand ? C'est du 9 ou qu'est-ce que tu fais ? C'est l'été en plus. Non. Bah attends, on trouvera forcément un hémisphère où il fera beau. Hein. Voilà, c'est bon. Hein, normalement. Bon, on va faire ça, on va négocier.
Et je vous propose tout de suite de regarder un petit teaser, 40 secondes, sur cette nouvelle édition de la Fête de la Science. Voilà, alors pour vous donner une idée des programmes dans les régions, évidemment, on ne peut pas accueillir tout le monde, mais vous allez trouver toutes les informations dans le dossier de presse qui vous sera remis, ou qui vous a déjà, non, qui vous sera remis. Donc voilà, mais on va illustrer cette dynamique des régions en recevant 3 ambassadrices, si vous voulez bien me rejoindre. Anaëlle Simoneau, ambassadrice de la région Centre-Val de Loire. Vous êtes maîtresse de conférence à l'Observatoire des sciences de l'univers en région Centre. Adidja Mbae, ambassadrice de Mayotte, venez nous rejoindre. Enseignante de sciences et vie de la Terre. Vous êtes également professeure, formatrice académique. Oh, restez avec nous. Ne vous appuyez pas sur le décor, ça marche pas. C'est juste un décor, c'est un truc, c'est un vrai piège. Non, c'est vrai, hein, c'est un piège pour tout le monde. Hein. On va mettre des barrières la prochaine fois. Voilà. Et puis Aurélie Collomb, venez nous rejoindre. Vous êtes Auvergne-Rhône-Alpes, maîtresse de conférences en physique et atmosphère à l'université Clermont-Auvergne, et vous êtes également responsable de la station météo du Puy-de-Dôme. Donc quand il fait pas beau en bas, vous allez en haut. Exactement, j'aspire les nuages. C'est beau là-haut en plus, hein. Ouais, c'est bien. Bon, alors, Anaëlle Simoneau, est-ce que vous avez un micro? Tenez, prenez un micro ici, ou celui-ci, comme vous voulez. En quelques chiffres, vous pouvez nous donner quelques chiffres sur la Fête de la Science en région Centre-Val de Loire? Alors pour 2019, en région Centre, c'est 12 villages des sciences. À peu près une vingtaine de villes qui sont impliquées dans les manifestations et les animations tout au long de la semaine. 300 événements et animations qui sont programmés. Donc voilà, puis tous les instituts bien sûr qui sont impliqués dans ces animations. Avec un petit bonus, on a vraiment beaucoup d'opérations rurales en fait qui se mettent en place. C'est-à-dire que c'est pas que Orléans et Tours qui sont les gros pôles, on va dire. Qui sont les animateurs, mais c'est vraiment aussi les petites villes du coin. Qu'est-ce qui s'y passe? Eh ben, il y a pas mal d'animations, c'est des villages des sciences, des petits villages des sciences. Et puis du coup, par exemple, on se déplace. Nous, moi j'interviens à Orléans, mais j'interviens aussi dans d'autres petites villes. Oui, parce que finalement, il faut être partout. Comment vous faites pour vous organiser? Il faut des scientifiques partout, des médiateurs scientifiques qui se déplacent, qui vont partout. On peut partager les équipes, et puis comme c'est tout au long de la semaine, il n'y a pas de raison que ce soit que dans les grandes villes. Ah ça, je suis bien d'accord avec vous. Et est-ce que vous avez des thèmes en particulier sur lesquels vous voulez insister? Alors, il y a un projet phare, nous, c'est Léonard de Vinci qui est mis un petit peu à l'honneur. Ah, c'est parce que c'est la Renaissance, les 500 ans de la Renaissance. C'est exactement ça, voilà. Donc vous faites quelque chose autour de Léonard de Vinci, Amboise autour de la réalité augmentée, du 3D, pour faire découvrir aux plus jeunes et aux moins jeunes les découvertes de Léonard de Vinci et toutes les magnifiques expériences qu'il a pu vivre. Il y a une opération spéciale aussi dans les sous-sols d'Orléans, non? C'est ça, c'est organisé, soutenu, on va dire, par le BRGM. Donc c'est pareil, c'est au fil de la 3D. La 3D, c'est pas que des imprimantes 3D, c'est pas que la réalité augmentée ou les jeux vidéo, c'est aussi imager les cavités souterraines et puis prévenir les risques d'effondrement, par exemple, qui pourraient avoir lieu. Voilà. D'accord. Donc vous êtes ambassadrice de votre région. C'est-à-dire c'est une responsabilité. Comment vous le voyez? Comment vous l'interprétez? Qu'est-ce que vous voulez faire? Je suis super contente, je suis flattée d'être là. Et puis l'idée, c'est de pouvoir diffuser la science. On a beaucoup parlé de partage là. Au cours de la matinée, faire découvrir aux gens qu'être scientifique, c'est pas avoir des super pouvoirs, tout va bien. Tout le monde est capable de le faire. Et puis voilà, il suffit d'être curieux, innovant et de se poser des questions. Autrement dit, c'est accessible. Très bien, merci beaucoup.
Adidja. Oui. Alors Mayotte, ça marche bien la fête de la science à Mayotte, hein? C'est très dynamique. Hein? Oui, c'est très dynamique. Il y a presque tous les établissements qui participent. Nous, on a plutôt accès aux élèves. On travaille beaucoup avec les élèves. On n'a pas beaucoup de chercheurs qui viennent parler, mais c'est vraiment des actions autour des établissements, dans les villages où les élèves participent, font des projets, font eux-mêmes de la vulgarisation scientifique envers la population, parce que nous avons un taux d'analphabétisation très élevé. Donc, du coup, on fait... On enseigne aux élèves et au moment de la fête de la science, là, il y aura des actions phares où les élèves iront vers la population pour éduquer, initier, par exemple, à la biodiversité, à la protection de la biodiversité. Donc, c'est un événement qui est très présent à Mayotte, parce qu'il n'y a pas beaucoup de loisirs et du coup, les jeunes Mahorais sont ils adorent participer à cette fête de la science, parce qu'il y a presque que ça. En fait. Mais à cette occasion, puisque vous disiez que vous manquiez de chercheurs là-bas, qui sont les médiateurs scientifiques? Nous avons pour l'instant le CUFR de Dembéni, il y a le BRGM, il y a la DAF, mais on n'a pas... Enfin, il y a des chercheurs au CUFR, mais ils sont surtout spécialisés dans la recherche en marine, mais il n'y a pas beaucoup de diversité, je veux dire, comme ici. Mais... nous invitons aux autres chercheurs, s'ils sont d'accord. Je suis sûr qu'il y en a plein qui vont être d'accord. Allez, on pose la question, vous voulez qu'ils lèvent les mains? Si. Mais faites attention, vous allez être obligé de les inviter. Hein. Et d'ailleurs, ne les oubliez pas dans les bibliothèques. C'est-à-dire, vous les nourrissez, vous savez comment ça, les chercheurs, hein? Ça serait intéressant que nos élèves aussi puissent bénéficier aussi de ce vivier de Bien sûr. Qu'on n'a pas. Il y a un grand sujet cette année, mais ce n'est pas la première fois, je suppose, c'est la biodiversité. C'est la biodiversité, la protection de l'environnement, le développement durable, où pour l'instant la population mahoraise n'est pas encore très initiée, très sensibilisée à la protection du développement durable. Donc ce que nous allons faire, c'est on commence la fête de la science dès la rentrée, c'est-à-dire on va commencer à mettre des actions en classe avec les enseignants. Nous allons vers les enseignants et le jour de la fête de la science, il y aura des actions où on va faire le bilan de ce qui a été déjà fait et faire démarrage d'actions. Mais nous commençons la fête de la science un peu avant, vraiment le jour J, parce qu'il y aura des actions phares. Et la biodiversité à Mayotte est menacée. Hein. Il y a une pression anthropique très importante sur les forêts. Il y a des espèces endémiques qui sont menacées. Donc la protection de la biodiversité est vraiment très importante. Et utiliser les élèves comme précurseurs de la culture scientifique qui vont aller concrètement, comment ça va se passer? Les élèves iront devant la population pour essayer d'expliquer tout simplement ce que c'est. Ils deviendront eux-mêmes médiateurs. Voilà, ils deviendront eux-mêmes médiateurs, expliquer tout simplement ce que c'est que le développement durable, qu'est-ce que la biodiversité, et on essaiera de voir avec eux ce que c'est que la vulgarisation scientifique, donc que eux-mêmes devront faire devant la population. Donc c'est vraiment un projet phare et je tiens à préciser aussi, c'est aussi pour la Réunion, parce que je suis ambassadrice Mayotte Réunion, oui. Ils travaillent aussi sur le même sujet biodiversité tropicale avec une option biotechnologie des futurs. Donc c'est vraiment le développement durable et la protection de la biodiversité à travers les élèves à l'avant pour aller vers la population, initiée au développement durable. D'accord. Très bien. Bravo. Et donc, je rappelle que vous, en ce qui vous concerne, ce sera du 9 au 17 novembre. Exactement. La fête de la science. Merci beaucoup, Aurélie. Auvergne-Rhône-Alpes. Biodiversité. Il y a une grande thématique qui va ressortir chez vous. Ça tourne autour du changement climatique. Alors, nous, déjà, pour dire la région Rhône-Alpes-Auvergne, c'est énorme. C'est 12 départements. Ça va de Clermont-Ferrand à Bellegarde-sur-Valserine, à l'est, en passant par plein de grands centres comme Lyon, Saint-Étienne, Chambéry, c'est bien, on fait un petit peu de géographie, là, on voit. Et du coup, bien sûr, il y aura de nombreux villages des sciences et chaque village a sa propre thématique en fonction des laboratoires de recherche, etc. Et donc, moi, dans ma région, mon territoire auvergnat, c'est le Puy-de-Dôme. Et il y aura le 12 octobre, bien sûr, une énorme animation au sommet du Puy-de-Dôme autour de l'atmosphère. En ce qui me concerne. D'accord. Donc, pour que, notamment les familles et les enfants, parce que cette année, on essaie vraiment de faire à destination des enfants qu'ils comprennent l'impact de l'homme sur le changement, sur l'atmosphère, sur la pollution de l'air. Il y aura également des volcanologues qui vont expliquer la formation de la chaîne des puits, qui a été labellisée UNESCO depuis 2018.
maintenant. Il y aura des gens de Vulcania, il y aura des gens du musée Lecoq. Voilà, il n'y a pas que l'université, il y a tous les associés autour du territoire. D'accord, mais vous êtes ambassadrice d'un grand territoire. Et oui, voilà. Alors après, il y a également à Lyon. Bah oui. Alors là, cette année, ce sera au musée des Confluences, oui. Le week-end, du 3 au 6 octobre. Et on en profitera pour fêter également les 80 ans du CNRS. Et du coup, ça sera de nombreux chercheurs dans les recoins du musée qui feront des petites expériences extraordinaires. Alors par exemple, moi, je vais présenter comment on fabrique des nuages avec une machine à nuages. Donc le grand public, les enfants, pourront fabriquer des nuages, également chasser des tornades. On pourra faire simuler des éruptions volcaniques, mais également d'autres collègues qui montreront le langage, l'homme de demain, voilà, plein de petites expériences. D'accord, bah bravo. Ça vous plaît, vous, en tant que scientifique, j'imagine, de communiquer? C'est un moment particulier pour vous? Oui, c'est vraiment extraordinaire, surtout quand on voit le regard pétiller et qu'ils comprennent que finalement, la science, c'est simple si on l'explique avec des mots simples, et que quand on comprend quelque chose, quand je vois les enfants qui sont ravis, qui posent plein de questions, qui sont curieux, qui disent « Ah, madame, finalement, c'est bien la science !» Eh ben, c'est vraiment un plaisir extraordinaire. Oui, c'est vrai. C'est le résultat essentiel qui compte. Merci beaucoup. Je précise que vous pourrez retrouver dans le détail les grandes lignes, les grands axes des opérations dans chaque région. Et puis plus tard sur le site internet, bien sûr, petit à petit, vous aurez vraiment dans le détail toutes les opérations qui se passeront absolument dans toutes les régions, en métropole comme en outre-mer. Merci beaucoup. Oui, juste rajouter que nous, on travaillera aussi sur les innovations scientifiques, un petit point, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant que Mayotte subit en ce moment des essais de séisme liés à la naissance d'un nouveau volcan à juste 50 km. Oui. Donc s'il y a des chercheurs, c'est un phénomène vraiment exceptionnel. Venez aussi découvrir. Et en tant que... je vois la différence par rapport à mes collègues. Je suis juste enseignante de sciences de la vie et de la Terre. Et c'est vraiment une autre façon de voir les choses. Quand on travaille avec les élèves lors de la fête de la science, ça agit sur notre façon d'enseigner dans la classe, parce qu'on remarque que les élèves apprennent mieux et autrement. Et du coup, depuis que je participe à la fête de la science, j'enseigne autrement avec les élèves. Et c'est beaucoup plus plaisant. Et je suis vraiment ravie de participer tous les ans. Il faudrait vraiment faire intervenir aussi les professeurs qui sont là avec les élèves. Donc c'est juste pour appuyer sur ça, sur les enseignants aussi qui interviennent beaucoup dans la réalisation de la fête de la science. Merci. Bravo. Merci. Eh bien voilà, on arrive au terme de cette conférence. Alors comme je sais que tu adores parler en public, Marion, tu vas nous faire un dessin. Un petit dessin de cette conférence. Allez, un petit mot. Alors le mot de la fin, c'est pour toi. Eh bien, que dire, il y a beaucoup de monde. Moi, ça me donne envie de tous les écouter. Donc, je pense que je vais pas beaucoup travailler en octobre. Non, mais c'est vrai. J'ai presque envie de m'asseoir et d'écouter tous ces gens. On se retrouve donc, que je me trompe pas, le 5 à partir octobre, du 5. Sous la canopée. Et puis plus après. Et puis après partir pour une grande tournée en outre-mer. On prend notre maillot de bain et puis on va voir le volcan. Exactement. On va faire des dessins. Et on va croquer la fête de la science française à travers le monde. On publiera le résultat pour l'an prochain. Bon. Merci beaucoup, toi. Merci d'avoir accepté. Je pense que c'est vraiment... Tu vas être une très très excellente marraine qui va donner envie à plein de personnes de s'intéresser aux sciences.